Il riait du vieil homme pendant l'audience, jusqu'à ce que le juge appelle ce vieil homme papa. Le palais de justice de Lyon avait ce bourdonnement des jours trop longs, des portes battantes, des pas qui traînent, des voix qui chutent quand on approche d'une salle. Dans le couloir du deuxième, la lumière froide s'accrochait aux murs blanchis et aux affiches décollées. L'odeur de papier humide et de café rassis disait aux nerfs de se tenir encore un peu. Derrière la porte 2.14, une petite foule attendait qu'on appelle l'affaire suivante. Des curieux, des proches, des gens perdus dans leur propre dossier. Au premier rang, un vieil homme noir tenait son béret entre les doigts. Sa veste était trop propre pour être neuve et trop vieille pour être vraiment propre. Repassée avec soin comme on repasse une dignité. Sur son épaule, des coutures reprisées. Sur sa poitrine, accrochée par une épingle, une minuscule barrette où l'on devinait encore, sous l'usure, une médaille militaire. Il s'appelait Moussa Diabaté, 79 ans, ancien du 6e régiment d'infanterie de marine, revenu des forêts où la France a laissé des noms qu'elle a du mal à prononcer. Il ne tremblait pas. Les vétérans apprennent à tenir droit même quand le monde s'écroule. Il regardait ses mains qui avaient porté des sacs, conduit des camions, réparé des toits, nourri des enfants, jusqu'à ce que les années lui prennent le souffle et que la retraite, trop courte, arrive trop tard. Aujourd'hui, on le jugeait pour vol simple. Du pain, du riz, des œufs. Pour l'épicier, c'était du vol. Pour Moussa, c'était de quoi tenir 3 jours pour sa voisine malade et ses petits-enfants, en transit chez lui, pendant que la mère courait 2 emplois. Les larmes ne lui venaient pas. Les vétérans pleurent rarement en public. Ils se contentent de respirer. Le greffier appela. Affaire 1725, ministère public contre Diabaté Moussa. On entra. Sur les bancs, un murmure. Le procureur, costume impeccable, cravate sombre, blanc comme la craie, feuilleta une liasse avec ce demi-sourire que l'on met pour plaire à soi-même. On disait de lui qu'il montait vite, qu'il savait tenir une salle. On disait aussi qu'il maniait l'ironie comme un scalpel. Monsieur Diabaté, commença-t-il sans lever vraiment les yeux, vous reconnaissez avoir quitté l'épicerie sans payer. J'ai laissé ma carte d'identité, murmura Moussa. Je devais revenir. Le mois prochain. Le mois prochain, répéta le procureur, amusé. Bien sûr. La fin, c'est comme le loyer. On négocie avec le calendrier. Quelques rires étouffés. Personne n'osa se retourner. L'avocate commise d'office posa, gênée, une main sur le dossier. Elle connaissait ce visage, celui de l'homme qui a vécu trop de choses pour savoir se défendre avec des mots. Le procureur poursuivit, feuilletant, piquant, lissant chaque phrase. Vous avez des antécédents? Non. Des revenus? Une pension modeste? Des charges? Oh, regardez. Enfant de voisin? Vous nourrissez donc tout l'immeuble, monsieur? À quand la cantine municipale dans votre salon? Un souffle glacial parcourut la salle. Moussa ne répondit pas. Il entendit au lointain une pluie imaginaire sur un toit de tôle. Il revit une piste rouge, un ciel blanc, des ordres criés en français à des garçons trop jeunes pour mourir. Il laissa la honte passer comme on laisse un vent passer sur la brousse. Ça finit toujours par s'arrêter. Mais le procureur ne s'arrêtait pas. Il avait trouvé le fil et tirait dessus comme sur une corde qu'il croyait solide. « Et ce pins sur votre veste ?» fit-il en désignant la barrette. « Pour attirer la pitié. Vous voulez qu'on vous remercie d'avoir volé. » Un bruit sec. L'avocate inspira. Dans le public, une femme serra le bras de son mari. Moussa, lui, leva enfin les yeux. Ils étaient clairs, lavés de tout orgueil. Il dit seulement, avec une voix qui venait d'un endroit très loin de cette salle, « On ne vole pas par fierté, monsieur. On vole quand on ne peut plus demander. » Une seconde de silence, presque propre. Puis le procureur eut ce petit rire que certains appellent professionnel et que d'autres nomment autrement. Il s'apprêtait à ajouter une phrase, la phrase de trop, celle qui finit toujours par déshabiller l'homme qui la prononce. Quand la porte latérale s'ouvrit. Le juge entra, robe noire, pas rapide,
visage de ceux qui dorment trop peu. Il était noir, lui aussi. Peau ébène, tempes grisonnantes, regard calme. On l'appelait le président Sanou. Les habitués savaient qu'il n'aimait ni le bruit, ni les chauds. Il s'assit, consulta brièvement le dossier, leva la tête, et la salle changea de respiration. Le président Sanou observa l'homme au béret, puis le procureur, puis la salle. Il avait ce don rare de rendre les choses exactes en les nommant peu. Sa voix n'était pas forte. Elle portait parce qu'elle ne tremblait pas. Monsieur le procureur, nous allons éviter les commentaires, dit-il d'abord, sec mais juste. Nous sommes là pour qualifier des faits, pas des hommes. Le procureur se redressa, piqué au vif, puis recomposa son masque. Il croyait savoir tenir un juge comme on tient un cheval nerveux. Il n'avait pas encore compris. Sanou tourna une page, tomba sur une ligne griffonnée à l'encre pâle. Ancien militaire, 6e RIMA, pension 832 Eubo, logement social, charge, 2 enfants hébergés ponctuellement. Il hocha la tête, referma le dossier, s'adressa à Moussa. Monsieur Diabaté, racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Alors le vieil homme parla. Il ne parla pas longtemps. Les vétérans savent condenser le monde en quelques images. Il dit la voisine tombée malade, la petite fille qui tousse la nuit, l'ordonnance qu'on attend, l'épicerie où l'on connaît son prénom mais où ce jour-là, on a dit non. Il dit le portefeuille oublié chez lui dans la précipitation. La honte comme une pierre, la carte d'identité laissée en gage. Il dit qu'il a pensé revenir le 4, quand la pension tomberait, qu'il a pensé qu'on comprendrait. Il dit qu'il n'a pas fui, qu'on l'a rattrapé dehors, que le vigile lui a mis la main sur le bras comme on accroche un voleur de sac. Il dit qu'il a eu mal non au poignet, mais à la mémoire. La mémoire ? Demanda le juge sans ironie. Oui, monsieur le président. La mémoire de quand j'étais jeune et que j'obéissais. On m'a appris à donner. C'est difficile d'apprendre à tendre la main. Un battement de cils collectif. Le procureur s'éclaircit la gorge. Voulut reprendre la main. Monsieur le président, la loi n'est pas un buffet où chacun se sert selon sa faim. Les faits sont têtus. Ce monsieur a soustrait des denrées. Peu importe la poésie. La poésie. Le mot fit un bruit étrange dans la salle de ce 14, comme une chaise qu'on traîne. Le président Sanou inclina légèrement la tête, puis prononça doucement. Les faits sont têtus, vous avez raison. La misère aussi. Il posa ses lunettes, joignit les mains. Son regard, à cet instant, quitta le vieil homme pour se perdre un peu au-delà, dans un couloir que lui seul voyait. Il avait cette façon d'écouter, où l'on devine qu'il compare ce qu'on lui dit à quelque chose de vécu. Il revint à Moussa. Vous avez servi où ? Afrique de l'Ouest. Et ailleurs. Toujours avec la France, monsieur. Vous avez des enfants ? Moussa resta suspendu. Le temps fit une chose rare. Il plia. On vit une seconde, quelqu'un hésitait à dire vrai. Puis il répondit. Un fils, parti depuis longtemps. On ne s'est pas revu. Le président Sanou ne bougea pas. C'était comme si un objet lourd venait d'être posé en lui. Le procureur, ignorant la fissure, se lança dans sa tirade finale. Peines alternatives, rappel à la loi, nécessité de signifier au quartier que les mots glissèrent sur les murs, tombèrent en tas. Sanou leva la main. Silence. Ce qu'il fit alors mit la salle debout sans un bruit. Il se leva. Il contourna le banc. Il s'approcha du vieil homme lentement, non pour l'intimider, mais comme on s'approche d'un souvenir, pour ne pas l'effrayer. Il se posta devant lui assez près pour que les visages se reconnaissant de très près. Et il dit, pas pour la foule, pas pour la forme, mais pour un seul homme. Papa. Le mot frappa le parquet. L'air manqua à plusieurs. On entendit une chaise crisser, un sanglot se casser net. Moussa cligna des yeux comme on sort d'un rêve qu'on n'osait plus faire. Il avait devant lui son fils, devenu juge, droit comme un arbre planté dans la pierre. Des rides qu'il ne connaissait pas, des tempes qui racontèrent des hivers. Mais les mêmes yeux. « Papa », répéta le juge plus bas, « pardonne-moi pour le temps. » Le procureur eut un mouvement de recul invisible. Sa bouche resta ouverte, puis se ferma.
Dans la salle, personne n'osa sortir son téléphone. Il y a des secondes où le sacré n'a pas besoin de religion. Il y eut, après le mot papa, une minute qui n'appartint à personne d'autre. Le président Sanou resta immobile face à Moussa, puis posa sa main sur l'épaule du vieil homme. Non pas celle d'un juge, mais celle d'un fils qui retrouve une épaule plus vieille que lui. Il se tourna vers la salle, parla sans pathos. Le théâtre, il l'avait laissé aux avocats. Décision du tribunal. Dispense de peine. Restitution de la carte d'identité. Classement avec orientation sociale. Et, monsieur le procureur, ajouta-t-il sans élever la voix, je vous conseille d'apprendre à reconnaître la pauvreté digne quand elle se présente. Vous gagnerez du temps. Nous aussi. Il revint à Moussa presque en aparté. On va rentrer ensemble. Il y a une supérette ouverte près de la place. On va régler deux choses, l'addition et les années. Moussa voulut parler. Rien ne vint. Il hocha la tête. Ce hochement des pères qui ont trop de oui à avaler et pas assez de non à offrir. L'avocat de commise d'office essuya ses lunettes, sans raison. Les gens se levèrent comme on se lève à la fin d'un film qui répare un peu la réalité. Le procureur, lui, fixa son dossier. Les phrases qu'il aimait n'avaient même plus d'adresse. Dans le couloir, les pas eurent un autre son. La ville, dehors, tremblait d'un vent de février. Mais Lyon avait, ce soir-là, une douceur qu'on ne lui connaissait pas. Le juge et le vieil homme marchèrent côte à côte. Ils ne se touchèrent pas tout de suite. Il y avait dans l'air cette réserve des retrouvailles qui savent ce que les mots les plus importants se disent en marchant. « J'ai été dur », dit l'homme en robe noire, sans robe désormais. Je croyais qu'il fallait arriver. Arriver haut, loin. J'ai confondu silence et force. J'ai été absent, répondit Moussa, voix basse. Je croyais qu'il fallait tenir. Tenir debout, tenir bon. J'ai confondu fierté et amour. Ils s'arrêtèrent devant une épicerie de quartier qui jetait sur le trottoir une lumière jaune. Dedans, un jeune caissier sourit sans savoir pourquoi. Le juge prit un panier. Il y mit du pain, du lait, du riz, des œufs, un peu de viande, des fruits. À la caisse, il posa sa carte. Le ticket sortit avec un bruit de pluie fine. Il sortit aussi de sa poche un papier plié en quatre. Une lettre qu'il portait depuis longtemps sans avoir su à qui la donner. « Je ne te demande pas pardon pour hier, dit-il, mais pour tout le reste. » Le vieil homme prit la lettre. Il ne la lut pas. Pas là. Il la glissa contre son cœur, là où, longtemps, avait dormi une photo cornée. Ils ressortirent. La nuit ne les menaçait plus. Elle les accompagnait. Cette histoire aurait pu finir ici. Mais les histoires qui changent les villes ont besoin d'un dernier geste. Au coin de la place, le procureur sortit de l'ombre. Il avait marché derrière eux sans savoir pourquoi. Il s'arrêta à 2 mètres, mal à l'aise. Il essaya de dire une phrase, comme il faut, n'y arriva pas. Il finit par lâcher, à mi-voix. « Je ne savais pas. » Le juge répondit sans aigreur. « Vous n'aviez pas à savoir. Vous aviez à voir. » Le procureur baissa la tête. Il n'y eut pas de poignée de main. Pas ce soir. La leçon devait tenir toute seule. Ils se séparèrent. Moussa et son fils prirent la rue qui descend vers la Saône. Il n'y avait plus de public, plus de robes, plus de dossiers. Juste 2 hommes qui rentraient en chez eux, avec un sac de course, et des années à recoudre. Moussa s'arrêta devant un escalier, montra du menton une fenêtre éclairée. « C'est là. Les petits dorment peut-être. On va leur faire des œufs demain matin. Ils croiront que c'est dimanche. » Ils sourirent, enfin. Le juge posa sa main dans le dos de son père. Elle y resta une seconde de plus que nécessaire. On croit que la justice est un code. Parfois, elle est un prénom. On croit que la force est de parler plus fort. Parfois, elle est de se lever pour appeler un vieil homme papa. On croit que la pauvreté est une faute. Parfois, elle est un serment. Celui des anciens qui ont donné, 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 jusqu'à oublier comment demander. Et toi, si un jour, tu entres dans une salle où l'on rit d'un vieil homme, est-ce que tu poseras ton téléphone? Est-ce que tu te lèveras, toi aussi, pour qu'on redevienne des êtres humains? Si cette histoire t'a touché,
Si elle t'a rappelé que la dignité ne se plaide pas, elle se protège. Alors rejoins Historis de Dîmes. Laisse un mot. Raconte une fois où tu as vu au lieu de juger. Parfois, un seul mot, tenu debout au bon moment, fait taire tout un tribunal.